Bonjour à tous et bienvenue pour le concours corrigé par MyPrépa et nous allons voir pour commencer l'exercice 1 d'Ecricom 2019. Cet exercice 1, nous allons le voir, est un exercice d'algèbre, sans doute l'exercice le plus simple du sujet. Donc là, l'objectif n'est pas de faire le corrigé de toutes les questions, mais de voir en quelques minutes quels étaient les points incontournables qu'il fallait absolument traiter parce qu'ils étaient assez classiques. Et ce sera du coup l'occasion pour vous de réviser la BCE ou pour ceux qui ont des DS sur l'algèbre linéaire, de réviser l'algèbre linéaire. Alors, on est parti. Donc ici, on avait une matrice et donc un endomorphisme E dont la matrice représentative dans la base canonique de R3 était une matrice d'ordre 3. On nous demande donc en première question de calculer A carré puis de vérifier que A3 est la matrice nulle. Donc là, on est d'accord, question qu'il fallait absolument faire parce que c'était quand même assez facile. Hein. On avait une façon de le vérifier en calculant A cube. Justifier que 0 est l'unique valeur propre de F. Alors là, on va couper l'écran en deux. On va commencer un petit peu à travailler. Là, on avait un point de cours que vous avez peut-être reconnu, qui est cette histoire de polynôme annulateur. C'est-à-dire que là, ici, on a donc question, alors on va mettre un peu de couleur, question, donc on est en partie A, question 1A, 1A, donc ça, ok, c'est du calcul. Question B, on a x cube, qui est un polynôme annulateur de A. Donc on sait que les racines de ce polynôme sont les valeurs propres éventuelles de la matrice A et de l'endomorphisme F. Donc là, on voit que x cube a pour unique racine 0. Donc on a spectre de F, qui est d'ailleurs égal à spectre de A, hein, et qui est égal à spectre de A, et qui est inclus, c'est pas une égalité ici, hein, qui est inclus dans les racines du polynôme annulateur. Donc là, si F admet une valeur propre, cette valeur propre sera 0. Bon, et ben on a répondu à la question en fait. Hein. Donc c'est l'unique valeur propre possible. Ok. Petit c, déterminer une base et la dimension du noyau. Bon, là, vous avez sans doute en tête ce point de cours qui est que si 0, ou alors on va faire plutôt dans l'autre sens, si le noyau de F n'est pas réduit au vecteur nul de E, alors 0 est valeur propre de F, et ker de F, c'est le sous-espace propre associé à la valeur propre 0, qu'on appellerait par exemple E0 de F. Donc ça, c'est du cours, on l'oublie assez souvent hein, quand on est en ECE. Il ne faut pas oublier qu'un noyau, lorsqu'il n'est pas réduit au vecteur nul, c'est un sous-espace propre, c'est le sous-espace propre associé à la valeur propre 0. Très bien. Donc ici, concrètement, cette question C consiste à vérifier que la valeur propre, qui était une valeur propre éventuelle, est finalement l'unique valeur propre de la matrice A ou de l'endomorphisme F. Bon, bah, donc ça, c'est du calcul. Hein, concrètement, comment on fait? On peut résoudre. On prend un x égal à x, y, z appartenant à M3,1 de R et on résout AX égale 0. Bon, et on finit par trouver quelque chose. OK. Détermine une base et la dimension. L'endomorphisme F est-il diagonalisable? Bon, là, on a sans doute l'une des questions qui est le plus posée au concours. Que se passe-t-il quand on n'a qu'une seule valeur propre? Est-ce que l'endomorphisme peut être diagonalisable? Donc là, on avait une méthode 1, please, à connaître par cœur, qui consiste à faire une démonstration par l'absurde. Donc on va dire, supposons, on va faire une démonstration par l'absurde, supposons que 0 soit, enfin pardon, que F soit diagonalisable. Que se passe-t-il dans ce cas? Alors, A est aussi diagonalisable. Ça, c'est du cours, puisque A représente F dans la base V. Et donc, on aurait une matrice P inversible. Alors, inversible, on peut l'écrire comme ça, GL3 de R. Une matrice P inversible. Alors ça, c'est pas forcément exigible des ECE,
En ECS, oui, mais pas en ECE. Ça, c'est juste pour info, hein, pour votre culture générale en maths. C'est l'ensemble des matrices inversibles d'ordre 3. Bon. Donc, il existe une matrice P appartenant à GL3 de R telle que on est A égale à P, D, P-1 avec D, qui est en fait la matrice avec les valeurs propres sur la diagonale. Sauf qu'ici, il n'y a qu'une seule valeur propre, c'est 0. Donc, on aurait ça. On aurait finalement la matrice nulle. Donc, la matrice nulle de M3 de R. Et donc, on arriverait à l'absurdité que A égale à P fois la matrice nulle fois P-1, c'est-à-dire 0. Absurde. Car A différent de 0. Bon. Ça, c'était la méthode 1 que vous avez très souvent. Alors, ce n'est pas toujours avec la valeur propre 0, mais donc cette méthode-là, essayez d'être prêt parce qu'elle tombe quasiment tous les ans en concours. La méthode 2, ici, qui était sans doute plus adaptée, mais qui fait moins réviser, donc j'aime bien vous faire réviser les choses. Méthode 2 consistait à tout simplement analyser, voir que la dimension du noyau, donc du sous-espace propre, hein, associé à la valeur propre 0, le dim de E0 de F, différent de 3, donc différent de la dimension de l'ensemble de départ, donc F n'est pas diagonalisable. Diagonalisable. Ok. Donc là, vous avez vu quand même, on commence vraiment gentiment, sans trop de complexité. La question 2, elle est tout aussi simple, hein, c'est-à-dire qu'ici, en question 2A, là aussi, on ne pouvait pas passer à côté de cette question. Il suffisait de montrer que B' est libre. Deux cardinales ou de longueur, il y a des profs qui n'aiment pas quand on parle de cardinal d'une famille, mais c'est, à mon avis, ça passe. Deux cardinales, 3. Et alors que la dimension de R3, c'est 3, et que les éléments de B sont des vecteurs de R3, bon, du coup, là, on peut directement en conclure que B' est une base de R3. Une fois, et donc de E. Une fois qu'on a ça, ensuite, démontrer que la matrice représentant F est la matrice T, bon, ça, c'est du calcul. On vérifie juste que F de E'1, ça fait 0, en fait. Donc, on vérifie juste que F de E'1, ça fait 0. On vérifie que F de E'2, ça fait E'1, donc 1', et F de E3, F de E3', oui c'est ça, est égal à E2' ou E'2, à vous de voir. Ok, et donc, ça, c'était quand même pas très très compliqué. On pouvait le faire soit... comment on pouvait le faire? On pouvait le faire matriciellement, donc méthode 1, en faisant A fois moins 1, moins 1, 1 pour E'1. On trouvait 0, pareil pour les autres. On arrivait quand même normalement à s'en sortir. Mais on pouvait le faire aussi en disant que F2, donc ça c'est méthode 1, mais méthode 2, F de E'1, c'est égal à... E'1, c'est quoi finalement? C'est moins E1, moins E2, plus E3. Si on découpe E'1 dans la base canonique E1, E2, E3. Bon, et donc après, on pouvait par linéarité dire que ça fait moins F de E1, moins F de E2, plus F de E3. Et là, on se servait de la matrice A. Et donc ça, c'était assez lourd à faire, hein, mais bref, on finissait quand même par y arriver. Ok. Donc ça, c'était du calcul. Normalement, on y arrive. Question 3. Question 3, là, on nous pose un nouvel endomorphisme dont la matrice dans la base B est grand M. Okay. Ici, ils nous font, donc là, question 3, ils nous font chercher des réels alpha bêta tels que M égale à alpha A plus bêta I. Comment ça se fait, là, cette question 3A? Cette question 3A, on peut résoudre un système. Donc
Donc là, question 3A, on peut tout simplement résoudre un système. Donc cherchons, on cherche, donc cherchons alpha, bêta, blablabla, tel que M égale à alpha A plus bêta I. Et on traduit ça avec les matrices, ce que ça donne, alpha fois la matrice plus bêta fois la matrice identité. Et après, ça nous fait un système qu'on finit par trouver. OK. Donc, question assez calculatoire, pas un grand intérêt, mais quand même, il faut pouvoir la faire, d'autant qu'après, c'est assez facile à vérifier. Parfois, ce sera suffisamment simple pour qu'on le fasse de tête. Mais ici, peut-être que ce ne sera pas aussi simple. OK. Déterminer la matrice M' de H dans la base B'. Bon, OK, donc on aura quelque chose. En déduire que M est inversible. Donc là, intéressant. On essaye de nous faire comprendre le rapport entre M et M'. Donc là, dans cette question C, en fait, très certainement, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que M' est inversible. Alors, comment on montre que M' est inversible? Ben, sans doute, si on nous fait faire ça, c'est que la matrice sera un peu moins moche que la matrice M. Donc, elle sera, par exemple, je ne l'ai pas fait, mais vous l'avez sans doute fait, elle sera peut-être triangulaire. Donc, peut-être qu'elle sera triangulaire inférieure ou supérieure, avec des éléments diagonaux non nuls. Du coup, M' sera inversible. Mais comme M' est inversible, il y a un point de cours qui nous dit que M' est inversible, équivalent à l'endomorphisme associé, donc en l'occurrence ici H, est bijective, est bijectif. Donc l'application est bijective, mais l'endomorphisme, lui, est bijectif. Mais si l'endomorphisme H est bijectif, eh bien, il faut savoir que toutes les matrices représentant cet endomorphisme sont inversibles. Ça, donc, il fallait ici avoir l'idée de passer par l'endomorphisme, et donc on arrive à M inversible. Donc là, bien comprendre le lien entre endomorphisme et matrice représentant cet endomorphisme. OK. Une fois qu'on a ça, en déduire que M est inversible, c'est fini. Après, le petit d, à l'aide de la question 1a, calculer m-i au cube. Bon, le m-i au cube. Ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? Bah, je ne sais pas, on va obtenir un truc. Mais ensuite, on sait, vu qu'on veut déduire l'expression m-1 en fonction des matrices 1, m et m carré, qu'est-ce qu'on va faire? On va certainement on va obtenir quelque chose. Et là, l'objectif, c'est de trouver une matrice B telle que MB égale BM égale à I. Ça, c'est des choses que vous avez sans doute déjà vues. Souvent, quand on a des choses de cette forme-là, A0I plus A1M plus etc. plus AN M puissance N égale 0. En fait, l'astuce pour montrer que M est inversible consiste à passer le I de l'autre côté. Là, on a quelque chose comme ça, égal à moins A0I. Le A0, il faut qu'il soit non nul. Et du coup, on obtient moins 1 sur A0 que multiplie A1M plus AN M puissance N égale à I. Et là, on y est presque. Il s'agit de mettre M en facteur et on va obtenir facteur de moins 1 sur A0 A1I plus AN Mn-1 égale à l'identité. Et là, on vient de former, l'air de rien, M-1. Donc ça, c'est le B qu'on cherchait. Eh bien, si on arrive à trouver une telle matrice, eh bien, cette matrice est la matrice inverse de M. Donc là, ici, c'est certainement cette technique qui a été mobilisée. Bon, et la question E, binôme de Newton. Bon, là, M égale à alpha A plus bêta I. On précise que alpha A et bêta I sont commutent entre elles. Et donc, on peut appliquer la formule du binôme de Newton. Donc là, on fait, pas très compliqué. Et puis après, donc, on fait pour un entier naturel. Et l'originalité de cette question, qu'on retrouve dans d'autres exercices, hein, bah, c'est que très certainement ou pas, enfin ils disent qu'il faut le vérifier, mais souvent c'est le cas, quand on remplace n par moins 1, on obtient en fait l'inverse qu'on avait exprimé ici dans la question D. Voilà, je vous laisserai le faire. Donc vous voyez ici dans cette partie A, on avait quand même de quoi
s'amuser amplement parce que là, on navigue sur des questions qui sont quand même assez classiques. La partie B n'est pas non plus délirante, mais elle est peut-être un peu plus compliquée parce qu'on a des composés. Et donc ça, je sais traditionnellement que les étudiants en ECE n'aiment pas trop. Bon, pourtant, il y avait quand même des choses à faire. Hein. Regardez ici, B1, montrer que VT égale TV, ben, VT égale TV. Si j'ai V2 qui vaut T, regardez ce qui se passe quand je multiplie. Donc, si je remplace, alors, attendez, on va y arriver. VT, ça fait quoi? VT, ça fait en fait V fois V au carré, puisque je vous rappelle que T, c'est V au carré, c'est-à-dire V cube. Mais V cube, c'est aussi V au carré fois V. Mais V au carré, c'est T. Donc, ça fait T fois V. Bref, ici, on avait quelque chose qui était soi-disant, qui faisait un peu peur, alors qu'en fait, ça se fait en une seule ligne. OK. En déduire que G rond F égale F rond G, là, c'est du court, puisque on sait que V représente, alors ça doit être écrit quelque part, voilà, on note G l'endomorphisme dans la matrice représentative dans la base B' FV, donc V représente G, F représente T dans la base B' aussi, dans la même base, donc on a directement le résultat. Donc là, c'était juste, il fallait l'écrire, quoi, dire V représente blablabla, T représente blablabla, dans la même base, hein, B', donc on a bien cette écriture-là, VT égale TV se traduit par F, G rond F égale F rond G. OK. Question de A, montrer que G de E' appartient au noyau de F. Et en déduire qu'il existe un réel A tel que G de E' égale à AE'. Bon, là, on a une question aussi qu'il fallait aborder parce qu'elle était quand même, elle ne devait pas être très très compliquée. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement montrer. On va montrer que F de ce G de E' égale 0. Si je montre ça, alors on a gagné. Et donc peut-être fallait-il, alors je ne l'ai pas fait, mais j'imagine, fallait-il utiliser le fait que ça c'est égal à F rond G de E', mais F rond G de E', c'est G rond F de E'. Et donc ce faisant, on va sans doute montrer que ça vaut 0. Bon, et si ça vaut 0, ça veut donc dire que G de E' appartient au noyau. Et si ça appartient au noyau, ben, vu que le noyau, on aurait sans doute montré que c'est vecte de E', ben, ça veut dire que, par définition d'une famille génératrice, il existe un A réel tel que G de E' égale à A fois E'. Et donc c'est fini. On a répondu à la question. Ce qui permet d'ailleurs au passage, dans cette question de A, de vérifier ce qu'on avait fait avant. C'est-à-dire que là, si on a ça, c'est que forcément, notre noyau, il va être de dimension 1. Sinon, il ne nous mettrait pas ça de cette façon-là. Et que la base du noyau de F, c'est sans doute E'1. Et donc, c'est un moyen de vérifier que ce qu'on avait fait en partie A, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais vous remontrer. En partie A, on nous demandait de trouver une base, de déterminer une base du noyau de F. Bon, ben, la base, ça va certainement être E'1. Chose qu'on voit d'ailleurs, hein, je ne sais pas si vous faites ces petites tests de cohérence, on le voit matriciellement. On voit que ici, si je prends moins une fois cette colonne, plus cette colonne, et ben en fait, on va obtenir une colonne nulle. Alors ça, je ne sais pas si vous êtes habitué à faire ces tests, vous allez peut-être l'apprendre sur cette vidéo. A fois moins 1, 1, sachez que c'est en fait égal à, voilà, peut-être qu'il faut que je vous fasse un petit rappel avant, A fois 1, 0, 0, ça me donne la première colonne de A. Première colonne de A. A fois 0, 1, 0, ça donne la deuxième colonne de A. Etc. Vous pouvez faire ça sur les matrices NN, ce sera toujours le cas. Et donc, si je fais A fois 1, 1, 0, par exemple, ça me donne en fait la première colonne de A plus la deuxième colonne de A. Bon, eh bien, si on extrapole ce raisonnement, on voit en fait ici que A fois moins 1, 1, 1, ça fait
moins la première colonne donc qui vaut moins 1, 1. Vous allez me dire, ouais, moi je fais le calcul. Ouais, mais c'est sûr qu'on peut faire le calcul. Mais on peut aussi faire comme ça, presque de tête les choses. Moins la deuxième colonne, qui vaut 2, moins 1, 1, plus la troisième colonne, qui vaut 1, moins 2, 2. Et ça, on montre sans trop souffrir que ça fait bien la colonne nulle. Et donc, notre f de E'1 vaut bien 0. Bon. Bref, voilà aussi comme on pouvait un peu décortiquer cette question. On passe ensuite, alors là, on va pas poursuivre, parce que là, c'est exactement le même esprit, mais en un peu plus long. On va dire qu'il existe un réel B tel que, ok, là, on y arrive aussi, hein, avec la même technique. Ça appartient au noyau, donc c'est égal à B fois E'1. Et du coup, si je passe le AE'2 de l'autre côté, ça me fait bien G2'2 égale à B fois E'1 plus AE'2. Donc bref, c'est que des petits calculs comme ça, qui se traduisent ensuite matriciellement. Et là, on nous demande en dernière question de trouver une contradiction. Bon, bah là, concrètement, qu'est-ce qu'on veut comme contradiction? On sait que, alors ça, peut-être que vous avez déjà vu ce genre de matrice. Quand on a une matrice comme ça, triangulaire, eh bien, quand on l'élève au carré, V carré, on va certainement avoir du A carré, A carré, A carré, et puis là, on aura d'autres trucs. Et là, par contre, on a toujours les zéros. Ça, vous le ferez avec dans ce cas-là, mais en tout cas, ça, vous pouvez le retenir. Et même quand on élève à la puissance n, ce sera le cas. Et donc, ils nous disent, on veut obtenir une contradiction. Bah ouais, en fait, on va voir quelle serait la contradiction. Bah, T, si on reprend ce que valait T, de mémoire, c'était 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Bon, bah là, qu'est-ce qu'on va avoir comme contradiction? On va certainement arriver à, je sais pas, là, il faut le faire, c'est du calcul, bête et méchant, à la conclusion que A vaut 0, et peut-être que B va être aussi égal à 0, et peut-être même que C va être égal à 0. Donc là, c'est un et ou à voir. Et donc, on arrivera peut-être à une contradiction. Là, ici, notamment ici, on aurait là, ce 0 là et ce 0 là. Donc, c'est pour ça que A va être certainement égal à 0. Et en fonction de ce qu'on va avoir ici, tout en haut à droite de la matrice, par identification, ça va être égal à 0. Et donc, ça va nous poser des problèmes. Et du coup, on arrivera à une contradiction. Quelle est cette contradiction? On ne peut pas trop le dire ici. Peut-être à la contradiction que V est nul, ce qui est absurde. Enfin, là, il faudra voir, c'est du calcul. Voilà ce qu'on pouvait donc dire sur cet exercice 1 d'Ecricom 2019. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos, hein, où pendant tous les concours, on va analyser et décortiquer les questions qu'il fallait absolument faire parce que classique. Là, on a vu ce premier échantillon sur Ecricom 2019 ECE, exercice 1. Merci pour votre écoute et à très bientôt.